Je ne pensais jamais que ma vie allait s'effondrer à 82 ans, à cause d'un secret vieux de 43 ans. Je croyais avoir vécu un mariage normal, une vie simple, difficile parfois, mais honnête, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Et pourtant, il y a quelques jours, j'ai appris que toute mon existence était construite sur un mensonge que je n'avais jamais soupçonné. Ma femme, celle avec qui j'ai partagé plus de 40 ans de vie, m'a avoué quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Une trahison ancienne, très ancienne, mais qui, aujourd'hui, me détruit comme si elle venait d'arriver. Et le pire, c'est que ça implique mon ancien patron. Je suis né dans une époque où la vie ne laissait pas beaucoup de place aux rêves. On ne se posait pas de questions inutiles. On travaillait, on se levait tôt, on rentrait tard, et on essayait simplement de construire quelque chose de stable avec ce qu'on avait. Mon enfance n'a rien d'extraordinaire. Une famille simple, des moyens limités, mais une éducation basée sur le respect et le silence. Mon père me disait souvent, les sentiments passent, mais le travail reste. À l'époque, je croyais que c'était une vérité absolue. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai quitté ma ville natale pour chercher du travail. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais une chose. Je ne voulais pas rester sans avenir. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logistique. Ce n'était pas un grand poste, mais c'était honnête, stable et suffisant pour survivre. C'est là que ma vie a changé. Elle est entrée dans mon monde, sans bruit. Elle travaillait dans un bureau administratif de la même entreprise. Je la voyais parfois dans les couloirs, avec ses dossiers, son regard concentré, sa manière calme de marcher, comme si elle ne voulait déranger personne. Au début, je ne faisais pas attention. Elle faisait partie du décor, comme tout le reste. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Je commençais à remarquer des détails. Sa façon de sourire quand elle parlait à ses collègues. Le ton de sa voix quand elle était fatiguée. La manière dont elle évitait les conflits. Nous n'étions pas proches. Pas du tout. Mais il y avait une sorte de curiosité silencieuse entre nous. Comme deux vies parallèles qui commencent à se croiser, sans vraiment comprendre pourquoi. Un jour, nous avons dû travailler sur un dossier commun. Rien d'important au départ. Une tâche administrative simple. Mais c'est souvent comme ça que les choses commencent, sans qu'on s'en rende compte. On a parlé, puis reparlé, puis un peu plus longtemps chaque jour. Je n'étais pas un homme très expressif à cette époque. Je gardais tout à l'intérieur. Mais avec elle, c'était différent. Je me sentais plus léger, comme si les mots sortaient plus facilement. Elle, de son côté, restait prudente. Elle riait parfois, mais sans excès. Elle écoutait beaucoup. Elle observait aussi. J'ai compris plus tard qu'elle ne donnait jamais entièrement sa confiance rapidement. Notre relation a grandi lentement, sans déclaration spectaculaire, sans grand moment de cinéma. C'était plutôt une accumulation de petites choses. Un café partagé, une conversation après le travail, une promenade courte en sortant du bureau. Je me souviens encore du jour où j'ai compris que je tenais à elle. Ce n'était pas un moment précis, c'était une sensation. Le fait de penser à elle-même quand elle n'était pas là. Le fait de remarquer son absence plus que la présence des autres. Nous avons commencé à nous voir en dehors du travail. Discrètement au début, puis plus naturellement. Quand j'y pense aujourd'hui, tout semblait simple. Mais à l'époque, rien ne l'était vraiment. La vie était une suite de décisions sans garantie. Nous nous sommes mariés jeunes. Trop jeunes, diront certains aujourd'hui. Mais à ce moment-là, cela semblait logique. Nous n'avions pas beaucoup de biens matériels, mais nous avions l'impression d'avoir tout ce qu'il fallait pour commencer une vie ensemble. Les premières années ont été difficiles. Le travail prenait tout notre temps. Nous vivions dans un petit appartement, modeste, parfois froid en hiver, parfois trop chaud en été. Mais nous étions ensemble, et cela suffisait pour continuer. Les années ont passé rapidement. Trop rapidement maintenant que j'y repense. Nous avons eu des enfants. 2, puis 3. La maison s'est remplie de bruit, de rires, de fatigue aussi. Les nuits sans sommeil, les factures à payer, les décisions à prendre sans toujours être d'accord. Mais malgré tout cela, je croyais que nous étions solides. Je croyais que nous avions construit quelque chose que rien ne pouvait briser. Je travaillais beaucoup, elle aussi. Nous nous croisions parfois plus que nous ne nous parlions vraiment.
Mais je ne m'en inquiétais pas. Je pensais que c'était normal, que toutes les familles finissaient par devenir comme ça avec le temps. Quand je rentrais le soir, elle était là. Quand elle rentrait, j'étais là. Les enfants remplissaient les espaces vides. Et dans ma tête, cela suffisait. Je n'ai jamais pensé à douter d'elle. Pas une seule fois, de manière sérieuse. Je pensais connaître notre histoire par cœur. Chaque étape, chaque souvenir, chaque difficulté surmontée ensemble. Mais aujourd'hui, je comprends que connaître une histoire ne signifie pas forcément connaître toute la vérité. Et c'est peut-être là que tout a commencé sans que je le sache. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal. Et pourtant, quelque chose est déjà en train de se casser sans que vous le voyiez. Ce jour-là ressemblait à tous les autres. Le matin avait été silencieux. Trop silencieux peut-être, mais à mon âge, on ne cherche plus à remplir chaque seconde de bruit. La maison avait cette routine familière que je connaissais par cœur. Les mêmes gestes, les mêmes habitudes. Les mêmes silences entre nous deux. Je pensais que c'était ça, la vieillesse. Une vie calme, stable, presque immobile. Je n'avais aucune raison de me méfier. Elle était dans la cuisine quand je suis entré. Elle préparait quelque chose de simple, comme toujours. Rien dans son comportement ne laissait présager ce qui allait suivre. Pourtant, aujourd'hui, en repensant à ce moment, je comprends qu'il y avait déjà quelque chose de différent dans son regard. Une hésitation, une lourdeur, comme si elle portait quelque chose depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus le garder seule. Je me suis assis sans parler. Nous avons échangé quelques phrases banales. La météo, les courses, des choses sans importance, des mots automatiques, comme souvent entre deux personnes qui vivent ensemble depuis des décennies. Puis il y a eu un silence. Pas un silence ordinaire. Un silence qui dure un peu trop longtemps. Elle a posé ses mains sur la table. Je m'en souviens très clairement. Ce geste simple m'a marqué sans que je comprenne pourquoi sur le moment. Elle ne me regardait pas directement. Et puis elle a commencé à parler. Au début, je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Elle parlait de souvenirs anciens, de périodes très lointaines de notre vie. Sa voix était basse, presque fragile, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Je pensais qu'elle parlait de choses sans importance, des regrets normaux, des pensées qu'on a tous en vieillissant. Mais ensuite, le ton a changé. Elle a mentionné mon ancien travail, mon ancien patron. Et à cet instant précis, j'ai senti quelque chose se figer en moi. Je ne savais pas encore pourquoi. Elle a continué, lentement, comme si elle essayait de ne pas me blesser trop vite, ou peut-être comme si elle n'avait plus la force de retenir les mots. Et puis elle a dit la phrase que je n'oublierai jamais, qu'il y avait eu quelque chose entre elle et lui. À l'époque où nous n'étions pas encore officiellement installés dans notre vie de couple comme je la connaissais. Une relation, ancienne, courte selon elle, mais réelle. Je suis resté immobile. Je crois que même mon souffle s'est arrêté pendant quelques secondes, parce que mon cerveau refusait simplement d'accepter ce que j'entendais. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une rumeur, c'était sa voix à elle, dans notre cuisine, à côté de moi. Elle ne pleurait pas encore, elle ne criait pas non plus. Elle parlait comme quelqu'un qui a répété cette confession dans sa tête des centaines de fois avant de la dire à voix haute. Et moi, je ne savais pas quoi faire de mes mains, ni de mes pensées, ni de mon corps. Je me souviens avoir fixé un point sur la table sans vraiment le voir. Tout ce que je croyais solide venait de devenir flou. Elle a essayé d'expliquer, pas pour se justifier totalement, mais pour mettre du contexte, comme elle disait, que c'était une période compliquée, que j'étais parfois absent à cause du travail, que les choses n'étaient pas aussi claires à cette époque qu'elles le sont aujourd'hui. Mais aucun mot ne pénétrait vraiment, parce que le problème n'était pas seulement ce qu'elle disait. Le problème, c'était que cela avait existé, et qu'elle l'avait porté en silence pendant 43 ans. 43 ans à me regarder vivre comme si rien ne s'était jamais passé. 43 ans à construire une vie sur une vérité incomplète. Je me suis demandé comment c'était possible. Comment quelqu'un peut partager votre quotidien, vos enfants, vos années, vos souvenirs, tout en cachant une partie aussi importante du passé.
je ne ressentais pas encore de colère. C'était pire que ça. C'était une sorte de vide, une désorientation totale, comme si quelqu'un avait déplacé les pièces d'une vie entière pendant que je dormais. Elle a arrêté de parler à un moment. Peut-être qu'elle attendait une réaction. Peut-être qu'elle espérait des questions. Ou peut-être qu'elle savait simplement qu'à ce stade, il n'y avait plus rien à ajouter. Mais moi, je ne pouvais pas répondre. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais même plus quelle était la question. Et dans ce silence-là, j'ai compris que quelque chose venait de se briser. Pas entre nous deux, mais en moi. Je pensais que le pire était la confession. Je me trompais. Le pire est venu après, quand les mots se sont arrêtés, quand la cuisine est redevenue silencieuse, quand il n'y avait plus rien à dire, mais que tout venait juste de changer. Je suis resté assis là, sans bouger, comme si mon corps avait oublié comment fonctionner normalement. Elle était encore en face de moi, mais je ne la voyais plus vraiment comme avant. Ce n'était pas une question de haine ou de rejet. C'était plus étrange que ça, comme si mon esprit avait besoin de temps pour réinstaller l'image de la personne que j'avais devant moi. Une personne que je connaissais depuis plus de 40 ans, ou du moins que je croyais connaître. Elle a essayé de dire encore quelques phrases, douces, calmes, peut-être même sincères. Mais je n'entendais que des morceaux, des fragments. Mon esprit n'arrivait plus à suivre une conversation normale. Tout était devenu lent, trop lent, et en même temps, trop lourd. Quand elle a fini de parler, elle n'a pas insisté. Elle a compris, je pense, que je n'étais plus dans la même réalité qu'elle. Elle s'est levée. Elle a quitté la pièce doucement. Et moi, je suis resté seul dans la cuisine. Le silence après son départ était différent du silence habituel. Ce n'était pas un silence de maison calme. C'était un silence vide, un silence qui pèse, un silence qui écrase. Les premières heures, je n'ai pas bougé. Je regardais des objets sans les reconnaître vraiment. La tasse sur la table, le mur, la lumière de la fenêtre, tout semblait normal, mais rien ne l'était. Et dans ma tête, une seule chose tournait en boucle. 43 ans. Ce chiffre revenait encore et encore, comme une erreur impossible à corriger, comme une porte qu'on ouvre trop tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon, sans télévision, sans musique, sans téléphone, juste moi et mes pensées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à revoir ma vie autrement. Pas par chapitre, mais par fragments. Des scènes, des moments, des images. Notre mariage, les enfants, les anniversaires, les disputes sans importance, les vacances simples, les routines du quotidien. Et à chaque souvenir, une question apparaissait immédiatement. Qu'est-ce que je ne savais pas à ce moment-là? Le lendemain matin n'a rien arrangé. La lumière du jour n'a pas apporté de clarté. Au contraire, tout semblait encore plus irréel. Nous étions dans la même maison, mais séparés par quelque chose d'invisible. Nous ne nous parlions presque pas. Pas parce que nous avions décidé de nous ignorer, mais parce que chaque mot semblait inutile. Chaque phrase semblait fragile, comme si elle pouvait casser quelque chose de plus. Et je crois que nous avions peur tous les deux de ce qui pourrait arriver si on continuait à parler. Les jours suivants ont été identiques. Un rythme étrange s'est installé. Silence, regard évité, mouvement lent, une vie commune, sans véritable présence commune. Et dans ce vide, une idée a commencé à grandir en moi. Une idée que je ne pouvais pas ignorer. Je devais comprendre, pas seulement ce qu'elle m'avait dit, mais la réalité complète, la vérité derrière cette histoire. Parce que mon esprit refusait de croire qu'un morceau aussi important de ma vie avait pu exister sans que je ne m'en rende compte pendant toutes ces décennies. Alors, j'ai pris une décision que je ne pensais jamais devoir prendre. Je devais appeler l'autre personne, mon ancien patron, celui dont le nom venait de bouleverser toute mon existence. Je ne savais pas encore ce que j'allais entendre. Mais au fond de moi, je sentais déjà que la suite serait encore pire que ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas dormi la nuit avant de l'appeler. En réalité, je n'étais même pas sûr de le faire. Une partie de moi voulait laisser cette histoire derrière. Fermer les yeux. Revenir à la routine du silence.
faire comme si je n'avais rien entendu. Mais une autre partie de moi refusait de vivre avec un trou dans la mémoire de ma propre vie. Un trou de 43 ans. Alors, j'ai pris le téléphone. Je l'ai regardé longtemps avant de composer le numéro. Ce numéro que je n'avais pas appelé depuis des années, peut-être des décennies, un numéro qui appartenait à une autre époque de ma vie. Une époque où je croyais encore que tout était simple et compréhensible. Les secondes avant qu'il ne décroche m'ont paru interminables. Et puis, j'ai entendu sa voix. La même, plus âgée, plus lente, mais toujours reconnaissable. Il m'a salué normalement, comme si rien n'avait changé. Comme si nous étions simplement deux anciens collègues qui reprennent contact par hasard. Mais moi, je n'étais pas dans un appel normal. Je sentais mon cœur battre trop fort. Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai posé la question directement. Sans détour, sans préparation. Est-ce que c'est vrai ? Il y a eu un silence. Un vrai silence. Pas celui d'une maison. Pas celui d'une pièce vide. Mais celui d'une personne qui comprend immédiatement de quoi on parle et qui sait que le passé vient de la rattraper. Il a soupiré. Et à ce moment-là, j'ai compris que la réponse était déjà en train de se former. Il a dit oui. Simplement. Sans essayer de fuir. Sans essayer de mentir. Juste un oui qui a pesé plus lourd que tout ce que j'avais entendu jusqu'ici. Et ensuite, il a commencé à parler. Pas rapidement. Pas nerveusement. Mais comme quelqu'un qui ouvre une porte qu'il avait fermée depuis longtemps. Il m'a raconté comment c'était arrivé. Pas avec des détails inutiles. Mais avec une froide honnêteté qui faisait encore plus mal. Il a parlé de l'époque, du travail, des moments où les choses étaient confuses, des conversations après les heures de bureau, des situations que je n'avais jamais imaginées. Et surtout, il a parlé de moi, de ma présence, de mes absences, de la manière dont il me percevait à ce moment-là. Ce n'était pas une justification, c'était un récit, et chaque phrase ajoutait une couche supplémentaire à une réalité que je n'avais jamais connue. Je ne l'interrompais pas. Je n'avais même pas la force. Je tenais le téléphone, mais j'avais l'impression que la pièce autour de moi disparaissait peu à peu. Comme si sa voix effaçait le monde actuel et me ramenait directement dans un passé que je n'avais jamais vécu consciemment. À un moment, il s'est arrêté, comme s'il hésitait à continuer. Mais ensuite il a repris. Et ce qu'il a dit après était pire que tout le reste. Il a confirmé que ce n'était pas seulement une erreur isolée. C'était une période. Courte, selon lui, mais réelle. Et surtout, jamais complètement oubliée par ceux qui l'avaient vécu. Moi, j'étais le seul à ne rien savoir. Le seul à vivre une version incomplète de ma propre histoire. Quand il a terminé, il n'a pas ajouté de justification. Il n'a pas demandé pardon. Il a simplement dit qu'il regrettait. Mais à ce moment-là, le mot « regret » ne signifiait plus grand-chose pour moi. Parce que le problème n'était plus lui, ni même elle. Le problème, c'était tout ce que je croyais solide dans ma vie. Je suis resté silencieux, longtemps. Et puis j'ai raccroché, sans dire au revoir, sans poser une autre question. Juste, terminé. Je suis resté avec le téléphone dans la main, immobile. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose de terrible. La vérité ne soulage pas toujours. Parfois, elle détruit simplement ce qui restait encore debout. Après l'appel, je n'ai plus été le même homme. Je ne parle pas d'un changement visible, comme une colère ou une explosion d'émotions. Non. C'était quelque chose de beaucoup plus silencieux, plus profond, comme une structure intérieure qui commence à se fissurer sans bruit. Je suis resté assis longtemps dans la même position, le téléphone encore dans ma main, l'écran éteint. Et dans ma tête, les mots de mon ancien patron continuaient de tourner en boucle. Pas comme des phrases complètes, mais comme des fragments, des morceaux de vérité que je n'arrivais pas à assembler correctement. Je pensais que cet appel allait me donner des réponses claires, mais en réalité, il m'a donné quelque chose de pire. Une confirmation. Et avec la confirmation, la réalité est devenue irréversible. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la maison sans vraiment savoir pourquoi. Chaque pièce me semblait différente, comme si les murs avaient changé de signification.
comme si chaque objet portait maintenant une couche invisible de passé que je n'avais jamais vue avant. Je me suis arrêté dans le salon, et j'ai regardé l'endroit où nous avions vécu des années de vie commune, des années de routine, des années que je croyais comprendre. Mais maintenant, tout était remis en question. Je n'étais plus en colère. La colère aurait été simple. Elle aurait eu une direction, un objet, une cible. Mais ce que je ressentais n'avait pas de forme claire. C'était une fatigue mentale, une perte de repère, comme si quelqu'un avait retiré le sol sous mes pieds, et que je continuais quand même à marcher par habitude. Je me suis demandé une chose encore et encore. Est-ce que tout cela a été réel, ou seulement une version de la réalité que je connaissais? Et cette question me détruisait plus que la vérité elle-même. Je l'ai regardée, ma femme. Elle était là, dans la même maison, silencieuse aussi, et je voyais en elle une personne que je connaissais, mais aussi quelqu'un que je redécouvrais trop tard. Je n'arrivais plus à faire coexister ces deux images, l'épouse de 40 ans et la femme qui avait porté ce secret toute une vie. Je me suis assis en face d'elle, longtemps, sans parler. Elle n'a pas essayé de rompre le silence. Et c'était peut-être ça le pire. Le fait qu'on n'avait plus besoin de mots pour comprendre que quelque chose était terminé. Pas officiellement, mais intérieurement. Et à ce moment-là, une pensée est devenue de plus en plus forte. Je ne pouvais pas continuer comme avant. Pas avec cette connaissance. Pas avec cette vérité entre nous. Même si 43 ans de vie existaient encore dans mes souvenirs, il ne suffisait plus à effacer ce que je savais maintenant. Je devais prendre une décision. Une vraie décision. Pas une réaction émotionnelle, mais un choix final. J'ai passé plusieurs jours à réfléchir. Des jours longs, silencieux, où chaque heure semblait identique à la précédente. Je pensais à nos enfants, à notre maison, à tout ce que nous avions construit. Mais plus je réfléchissais, plus une chose devenait claire. Rester serait une forme de mensonge envers moi-même. Et partir serait une rupture avec toute une vie. Mais au fond, le mensonge avait déjà été fait. Pas par moi, mais il existait, et je ne pouvais plus l'ignorer. Un matin, j'ai pris ma décision. Je l'ai regardé et je lui ai dit calmement, sans cri, sans colère, juste avec une voix fatiguée, que je voulais divorcer. Ce mot a rempli la pièce immédiatement, comme s'il avait un poids physique. Elle n'a pas répondu tout de suite, et moi non plus, je n'attendais pas une réponse. Parce qu'au fond, la décision était déjà prise avant même de la prononcer. Et à cet instant précis, j'ai compris que ma vie venait de changer définitivement, pour la dernière fois. Je pensais que la décision la plus difficile serait de divorcer. Mais je me trompais encore. La vraie épreuve est venue après, quand il a fallu le dire à notre famille, à nos enfants. À ceux qui ont grandi dans une version de notre vie que je venais moi-même de remettre en question. Pendant plusieurs jours, j'ai repoussé ce moment. Je trouvais toujours une excuse. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Plus tard. Mais il n'y a jamais de bon moment pour briser une famille déjà fragile. Et au fond de moi, je savais que plus j'attendais, plus ce serait difficile. Nos enfants sont adultes maintenant. Ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes, leur propre famille. Et pourtant, pour eux, nous restions un point de stabilité, un repère. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je les ai appelés un par un. Je n'ai pas voulu les réunir tous ensemble au début. Je ne savais pas comment la réaction allait se dérouler. Je voulais éviter le chaos autant que possible. Mais même en privé, les mots étaient lourds. Quand ils sont arrivés, je les ai regardés longtemps avant de parler. Je cherchais la bonne façon de commencer. Mais il n'y en avait pas. Alors, j'ai simplement dit la vérité. Sans détour, sans embellissement. J'ai raconté ce que j'avais appris. La confession, l'appel, le passé, la relation ancienne, et le fait que cette vérité changeait désormais tout ce que je croyais savoir sur notre mariage. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Ce n'était pas le silence d'un couple, ni celui d'une maison vide. C'était un silence familial, chargé, inquiet, presque incrédule. Je voyais leur visage changer en temps réel. La confusion, le choc, le refus de comprendre pleinement, et surtout une question dans leurs yeux. Pourquoi maintenant ?
Je n'avais pas de réponse simple, parce qu'il n'y en avait pas. Je leur ai dit que je ne cherchais pas à détruire leur image de leur mère, que je ne leur demandais pas de choisir un camp. Mais je savais déjà que, dans leur esprit, un changement avait commencé. Parce qu'on ne peut pas entendre une vérité pareille sans que quelque chose se déplace à l'intérieur. Ensuite sont venus les petits-enfants. Eux ne comprenaient pas tout, mais ils ressentaient l'atmosphère, les silences entre les phrases, les regards entre adultes, les tensions invisibles. Et ça m'a brisé d'une autre manière. Pas comme une douleur aiguë, mais comme une perte progressive de quelque chose d'innocent. Je me suis demandé si j'avais bien fait, si dire la vérité était toujours la bonne chose. Mais en même temps, je savais que revenir en arrière était impossible. Parce qu'une fois que la vérité est sortie, elle ne retourne jamais dans l'ombre. Après cette conversation, chacun est parti avec ses pensées. Certains étaient calmes, d'autres choqués, mais personne n'était indifférent. Et moi, je suis resté seul. Encore une fois, dans une maison qui avait accueilli 3 générations et qui semblait maintenant trop grande pour une seule personne. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à mes enfants, à leur visage, à ce que je venais de leur enlever sans le vouloir. Et je me suis demandé si la vérité, parfois, ne détruit pas plus qu'elle ne libère. Mais malgré tout, je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Aujourd'hui, je suis assis seul, et pour la première fois depuis très longtemps. Le silence n'appartient plus à la maison. Il m'appartient à moi. Tout autour de moi est calme. Trop calme. Il n'y a plus de conversation à éviter, plus de regards à fuir, plus de phrases inachevées qui flottent dans l'air. Seulement moi, mes pensées, et ce vide étrange qui s'est installé dans ma vie. Je pensais qu'après avoir pris une décision aussi importante, je ressentirais quelque chose de clair, du soulagement, ou de la douleur, ou de la colère. Mais la vérité est plus compliquée. Je ne ressens rien de précis. C'est comme si mes émotions avaient perdu leur direction, comme si elles existaient encore, mais sans savoir où aller. Parfois, je repense à ma vie d'avant, pas avec haine, pas avec tristesse immédiate, mais avec une sorte d'incompréhension profonde. Comment ai-je pu vivre 43 ans sans savoir une chose aussi importante? Comment une partie de mon histoire a-t-elle pu exister sans moi? Ces questions ne trouvent pas de réponse. Et pourtant, elles reviennent chaque jour. Je pense à elle aussi, à la femme avec qui j'ai partagé toute une vie. Et maintenant, dans ma tête, elle existe en 2 versions. Celle que j'ai connue pendant des décennies, et celle que je découvre seulement maintenant. Et ces 2 images ne se superposent plus. Elles se heurtent. Je ne sais pas laquelle est la vraie. Ou peut-être que les 2 le sont. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Parce que cela signifie que rien n'est simple. Ni le passé, ni les souvenirs, ni même les sentiments. Il y a des moments où je me demande si j'ai eu tort de vouloir savoir. Peut-être que certaines vérités auraient dû rester enterrées. Peut-être que vivre dans l'ignorance aurait été plus simple. Mais ensuite, je me rappelle quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais pas continuer sans comprendre. Pas à mon âge. Pas après tout ce temps. On ne peut pas reconstruire une vie sur une question sans réponse. Alors, je vis avec ce que je sais maintenant. Même si ça fait mal. Même si ça change tout ce que je pensais être vrai. Je pense aussi à mes enfants. À leur silence parfois. À leur regard différent maintenant. Je ne leur en veux pas. Je sais qu'ils essaient de comprendre une histoire qui ne leur appartient pas entièrement, mais qui les touche malgré tout. Et c'est peut-être ça le plus lourd. Les conséquences que je n'ai pas choisies, mais que je dois quand même porter. Les jours passent lentement, sans urgence, sans direction. Je fais les choses simples. Je marche. Je mange. Je regarde par la fenêtre. Mais rien n'a vraiment de goût ou de couleur comme avant. Et pourtant, je continue. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. À 82 ans, on ne recommence pas une vie. On apprend à vivre avec ce qui reste. Parfois, je ferme les yeux et je revois tout. Notre rencontre, nos années ensemble, les rires, les disputes, les enfants. Et malgré tout ce qui a été révélé, ces moments n'ont pas disparu. Ils existent toujours. Et c'est là le paradoxe le plus cruel. Ma vie était réelle, mais incomplète. Aujourd'hui, je ne cherche plus à tout comprendre. Je ne cherche plus à réparer ce qui est cassé. Je cherche seulement
à continuer, un jour à la fois, avec une vérité que je n'ai pas choisie, mais que je dois porter jusqu'au bout.